Voilà. Le Je te chapitre suis, 3 hein. va nous parler. Oui, je sais. Le chapitre 3 va nous parler des protocoles et des normes. C'est très important. On doit savoir parce qu'en tant qu'administrateur réseau, en tant que technicien dans les systèmes de DevOps, nous devons comprendre comment fonctionnent ces systèmes, comment fonctionne la machine, comment la machine reconnaît son PC, reconnaît notre PC pour l'envoyer les informations. Alors, si nous allons parler du protocole. Les objectifs qu'on doit atteindre, ce sont les objectifs qui sont là. Parler des règles, des protocoles, une suite des protocoles, parlons aussi qui crée, qui conçoit ces protocoles-là. On va parler des modèles, des références. On va vraiment parler rapidement. Et puis, on va parler aussi des encapsulations et puis comment accéder dans les réseaux. Alors, les règles, c'est quoi? Les règles, c'est quoi? Le premier point, ce sont des règles. On va savoir les règles. Les règles. Il y aura une vidéo que nous verrons là-bas. Puis, il y aura notre vidéo qu'on verra dans la plateforme. La vidéo, elle va expliquer, va faire ce que moi je fais. Ça va vous expliquer. Alors, dans la communication, les règles sont très importantes. Il faut comprendre les règles et les principes qui doivent être établis pour assurer la communication. Donc, avant que même nous, les humains, avant de communiquer, il y a eu des principes, des règles que nous avons respectées bien avant. Parce que prenons les règles, par exemple, la langue utilisée, le langage. Je ne vais pas utiliser une autre langue. J'ai utilisé d'abord le langage verbal. Je ne vais pas utiliser une autre langue que vous ne connaissez pas. Donc, j'ai appliqué, j'ai respecté d'abord la langue. Donc, ce sont des règles déjà établies. À part ça, l'heure aussi, parce qu'on s'est attendu, c'est à 9h30 qu'on doit travailler. Je ne vais pas démarrer la réunion à 10h ou à 8h. Donc, c'était les principes qu'on a respectés. Alors, dans la communication, on dit la taille et la complexité des réseaux peuvent varier. Nous tous, nous n'aurons pas la même taille. Les tailles peuvent varier, ça dépendra par rapport aux besoins de tout le monde. Alors, il ne suffit pas seulement d'avoir une connexion. On met les câbles, c'est ça, ça sert la connexion. Non, non, il ne suffit pas seulement. Les appareils doivent convenir, c'est comment nous devons nous communiquer. Les machines, ils doivent convenir sur comment. Alors, les trois éléments, nous avons la personne qui émet le message sur le PC source, donc on doit avoir un expéditeur, on doit avoir on doit savoir pardon, à qui on envoie ces messages, un récepteur, et puis par quel moyen ces messages doivent aller. Ce sont les trois éléments plus importants. Regardons par exemple ici le fondamental de la communication. Cette dame veut parler avec l'autre personne, donc il a identifié d'abord la personne à qui la dame veut parler, et puis par quel canal est-ce que le message doit se passer par la bouche, qui est le canal où le message peut passer, souvent c'est qu'on utilise, ou soit le message peut aller par rapport à des signes, ça dépend. Parce que si je me rends compte avec un sourd-muet, je ne vais pas lui parler comme ça. Je ferai des signes pour qu'il comprenne. Parce que les bits d'information, les bits du réseau, ce n'est pas lancer l'information, mais donner une information pour que cette information soit comprise à l'autre. Donc, le but de la communication, c'est ça. Alors, on dit toutes les communications sont régies par des protocoles. Alors, ces protocoles-là, ce sont des règles de communication, des principes qui sont établis que les machines doivent communiquer. Alors, on dit les règles, ces protocoles-là varient en fonction, donc les règles varient en fonction des protocoles, parce qu'il y a plusieurs protocoles. Donc, le protocole, ce sont des règles qui sont définies pour assurer la communication. Alors, nous allons trouver beaucoup de règles selon le protocole, parce qu'on va voir les protocoles à plusieurs niveaux. Les protocoles commencent, comme je l'ai dit aussi, commencent à la partie physique, c'est les principes. On peut aller même dans le soft, il y a beaucoup de protocoles de communication. Alors, par exemple, ici, dans ces deux messages, si on essaie de respecter, comparer ces deux messages, en fait, ce sont le même caractère, les mêmes choses qu'on a écrites, mais sauf que dans le premier ici, on n'a pas respecté le principe des règles. On n'a pas respecté ces principes-là. Alors, qu'est-ce qu'on aura comme conséquence? Le premier message ici, on aura du mal à comprendre parce qu'on remarque il y a des verbes qui sont, par exemple, au lieu de dire je suis à la formation, je prends suis, j'ai mis avant, j'ai mis suis là, j'ai formation. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre parce qu'on n'a pas respecté les principes de communication. Il faut qu'il y ait un sujet, il faut qu'il y ait un verbe conjugué, et puis il faut qu'il y ait autre chose qu'on doit compléter là-bas. Donc, ça c'est le principe dont les règles nous a ramené à arriver à une compréhension commune. Donc, si on regarde le format de ces messages ici, on compare avec l'autre format, on aura du mal à comprendre le premier format. Mais lorsque maintenant on prend le format qui est mal compris,
on l'ordonne maintenant en appliquant les principes de communication. On remarque que ça nous donne une phrase compréhensive. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que font les machines. Alors, établissement des règles. Le protocole, maintenant, ces protocoles-là qui établissent ces règles-là, ils doivent prendre en compte les éléments suivants. J'ai parlé, on doit identifier qui émet les messages. Donc, il faut identifier le message, ça vient de qui. Le message, ça va chez qui. Il faut identifier qui émet le message et à qui on envoie le message. Alors, l'utilisation d'une langue. Donc, une langue qu'on doit utiliser, c'est quel type de langue, on verra. Et puis, d'une séquence qui doit être comprise. La vitesse aussi, parce que la vitesse est très important. La façon dont moi je peux parler rapidement, ce n'est pas la même façon que l'autre peut comprendre. Alors, on doit s'attendre sur la vitesse. Or, les machines telles qu'elles sont là, la vitesse dont on voit la rapidité d'envoyer les informations. Est-ce que la rapidité que le PC, le périphérique peut envoyer les informations, c'est la même rapidité que l'autre peut réceptionner? C'est ça aussi le problème. Ils doivent s'attendre sur cette communication-là. Et puis, il y a aussi les délais de livraison. Si par exemple nous envoyons une information et qu'après laps de temps, on n'a aucune réponse, on n'a aucune accusé, on doit considérer que ce message-là n'est pas arrivé. Alors pour considérer là, il faut donner un timing au message. Dans le PCC, que lorsque j'envoie l'information, quand est-ce que je peux considérer cette information expirée, l'information n'est pas arrivée, lorsque par exemple l'information dépasse 3 minutes sans accuser de réception. En ce moment-là, je vais dire que l'information n'est pas arrivée, je dois renvoyer l'information. Et puis la dernière des choses, on dit la demande de confirmation bien l'accusé de réception. Donc, si j'envoie l'information, il faut que j'ai une accusé d'information, une accusé de réception qui me dit que le message sont bien arrivés, ou bien le message est bien arrivé. Alors, on va voir maintenant ces exigences maintenant au protocole réseau. Dans les exigences, on dit les protocoles informatiques communs, donc les protocoles communs, doivent être en accord et comprendre les exigences suivantes. Ils doivent comprendre d'abord le codage. On verra les codages, c'est quoi. Le format et encapsulation des messages. On le verra, ce sont les points qui suivent. On va voir la taille du message, la synchronisation des messages et puis les options de remise des messages. J'ouvre mon paquet tracer et puis je vais lancer toujours le projet. J'ouvre le projet qu'on avait travaillé l'autre fois. J'avais baptisé le projet 34, je crois. C'est ça. J'ouvre ces projets. C'était ça le projet. Donc, pour qu'il y ait la communication de ce PC même vers un autre PC, même pour arriver ici au comité de terre, il y a eu beaucoup de prototypes qui ont été respectés, appliqués là-bas. C'est qu'on voit les règles des protocoles. Alors, nous, en tant qu'administrateur réseau, quand je vois la machine comme ça, les machines comme ça, je dois savoir que lui, il est en train de faire ça. Lui, je ne dois pas m'assurer seulement que le paquet vient d'ici, soit arrivé là-bas. Oui, là, c'est le bit. Ça, c'est le bit. Mais quand on est administrateur réseau, on doit surveiller son réseau. Or, en surveillant, on doit savoir la communication qui se passe entre ce PC et ce PC. Pourquoi les machines clientent? Pourquoi les câbles clientent? Ça veut dire qu'il y a communication. Voilà, je dois savoir quel type de communication qui se passe. Alors, dans les exigences relatives, parlons de codage. On va dans le point suivant où on parle de codage. On dit le codage des messages. Donc, on va coder. Donc, le verbe, c'est coder. Prendre une information, convertir à un format que l'autre ne va pas comprendre. On dit le codage est le processus de conversion des informations vers un autre format acceptable à des fins de transmission. Et puis le décodage, pardon, c'est l'inverse de ces processus. Donc, quelque chose qui est codé, on décode pour faire sortir une information que moi je vais, l'autre peut accepter. C'est comme ce que moi je veux. Le besoin, c'est quoi? Comparons par rapport à nous les humains. Moi, je ne vais pas faire sortir mes mots. En réalité, c'est une pensée, c'est une compréhension qui est dans ma tête. Une compréhension qui est dans ma tête. Alors, comment faire sortir cette compréhension-là pour que l'autre, vous compreniez? Alors, mon cerveau a converti cette compréhension, cette connaissance que j'ai, il a converti par rapport aux mots. Alors, le mot, c'est un autre format que vous avez la facilité d'accepter, de comprendre le mot, mes mots. Parce qu'il n'y a pas un mécanisme de transférer mes pensées comme ça. Il n'y a pas. Alors, mon cerveau l'a converti par rapport au mot. Et puis, le mot, c'est un format que vous avez la facilité de comprendre.
Alors, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez décoder, donc convertir, reconvertir ces mots-là pour avoir une idée par rapport à ce que je dis. Par exemple, si je parle d'une voiture, par exemple, d'un iPhone, dans ma tête, j'ai vu la photo d'un iPhone et puis je vais vous transférer cette photo-là. Je parle de photo iPhone 13. Alors, directement, vous allez décoder ces formats-là et puis dans votre tête, vous allez faire sortir la photo iPhone. C'est ce qui est fait dans ce PC ici. Le PC ici a une image. Alors, il a codé cette image-là. L'image a un format qui est acceptable par les supports de transmission. On va essayer une enveloppe. Arrivé ici, lui, il décode ces fichiers-là et puis il comprend. C'est ça ce qu'on appelle le codage. Et puis la deuxième des choses, on verra, c'est le format ou bien l'encapsulation. Maintenant, le format, c'est quoi? On dit lorsqu'un message est envoyé de la source à la destination, il doit suivre un format ou une structure spécifique. Donc, cela veut dire que cette information-là doit être codée à plusieurs fois. Donc, il va changer de format parce que le codage, c'est le fait de changer le format de l'information. Alors, le format, maintenant, c'est la forme que la donnée prend. Ce qu'on appelle aussi l'encapsulation, la forme que la donnée prend dans différentes étapes. Par exemple, moi, ma tête, mon cerveau n'a pas converti par rapport au mot seulement. Il a converti parce que mon cerveau n'est pas directement relié à la bouche. C'est relié en passant par les circuits des veines, tout ça là, des circuits des veines. Donc cela veut dire que mon cerveau l'a converti d'abord, je ne sais pas si c'était des sangs, il l'a converti par un signal qui est acceptable par le venin. Les veines, bon, je ne sais pas si les veines, pardon, les veines qui circulent dans ma tête, et puis arriver à la bouche, et je ne sais pas si encore autre vaisseau qui est là, qui l'a converti par rapport au son, et puis la bouche les fait sortir. Donc, on voit qu'il y a eu plusieurs prototypes de conversion, de conversion, de conversion. Quelque chose qui vient du cœur et ça monte au cerveau. Donc, le cœur fait sortir le sang, il convertit l'idée au cerveau et puis le cerveau le convertit encore à un autre trait pour les veines le convertissent encore jusqu'à ce que la chose soit sortie à la bouche. Alors, ce processus-là, la forme maintenant, c'est le format maintenant, c'est la forme que la donnée prend dans les différentes étapes. Donc, si par exemple c'est au cerveau, il a une forme qu'on appelle par exemple forme, je ne sais pas, réflexion. Arrivé au veine, il y a une autre forme, peut-être on peut appeler les sangs. Arrivé quelque part, une autre forme. Arrivé à la bouche le convertit, le code par rapport à un format qui est le mot. Le format des messages dépend du type de message et du type de canal utilisé pour remettre le message. Alors, le format, ça dépend du type de votre message. Or, dans l'information, nous n'avons pas le même message. Il y a plusieurs messages. Je peux télécharger, je peux envoyer les mails, je peux regarder des vidéos. Tous ces messages-là ont aussi leur propre forme. Là, c'est la deuxième des choses. Et puis la troisième, on avait parlé de la taille du message. La taille du message, on dit c'est le format du codage entre les autres doit être accepté au support. L'information que le PC ici fait sortir. Par exemple, le PC a la capacité. Parce que quand on parle des informations, on avait parlé du poids qui est l'octet qui est dans les bits, on peut convertir en octet, donc un certain kilo. Le PC ici, par exemple, il a la capacité de faire sortir 100 mégas d'octets d'informations par seconde. Il a la capacité. Mais tandis que l'autre PC, il n'a pas la capacité de réceptionner 100 mégas. Lui, il se limite seulement à 10 mégas. Alors, si par exemple, ce format ici a été envoyé ici, le PC ne sera pas réceptionné. Du coup, il y aura un problème. C'est comme si moi j'ai un colis de 100 kilos, donc de 1000 kilos, je vais transférer à quelqu'un. Alors, moi j'ai la capacité de soulever un 100 kilos, à la fois j'envoie, mais lui n'a pas la capacité de réceptionner. Lui, c'est seulement, il est à la force de réceptionner 10 kilos, 10 kilos. Alors, moi, je ne peux pas lui envoyer, lui jeter un colis de 100 kilos. Parce qu'il n'a pas cette capacité-là. Alors, on doit s'attendre. Si je lui envoie 100 kilos, je vais le détruire. Il n'y aura pas de communication. Alors, on doit s'attendre maintenant sur la taille. Si je dois encore, moi qui ai la capacité de 100 kilos, je dois diminuer mes 100 kilos, diviser par exemple à 10, pour l'envoyer 10 kilos, 10 kilos, 10 kilos, 10 kilos, 10 kilos. Pourquoi? Parce que celui qui va réceptionner n'a que la capacité de réceptionner 10 kilos.
On dit les informations, les messages envoyés sur le réseau sont convertis par les bits. Les bits sont codés dans un motif d'impulsion lumineuse, sonore ou électrique. Ça dépend du support de transmission. Alors, l'hôte de destination reçoit et décode ces signaux-là pour interpréter le message. On a remarqué le premier PC ici, lui, il a la capacité d'envoyer 100 kilos. Bon, c'est un exemple que je donnais. Mais lui n'a pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'y aura pas de communication parce qu'on va détruire ces PC. Ces PC ne sera pas réceptionné. Alors, les PC maintenant qui émettent décident maintenant, comme ils ont collaboré avec les récepteurs, ils ont dessiné. La collaboration passe aussi par les supports de transmission. Parce que les supports de transmission a aussi la bande passante. J'avais parlé de la bande passante, c'est la capacité où un support de transmission peut transférer les données, des bits par seconde. Donc, la communication passe aussi par là. Alors, on doit aussi savoir par les supports aussi, parce que je ne peux pas, moi, j'ai 100 kilos, lui, il peut recevoir aussi 100 kilos, mais on passe par un canal de 10 kilos. On ne peut pas envoyer 100 kilos, parce que le canal continu, c'est un canal de 10 kilos. Alors, on sera aussi influencé par rapport à ces canaux. Il faut qu'on communique aussi. Alors, euh, le support, ou soit le dessinateur, nous informe que le support, on ne saura pas réceptionner 100 kilos, on doit diviser. Il divise maintenant l'enveloppe en 3 parties. Ça, c'était la troisième des choses. Et puis la quatrième des choses, c'est la synchronisation. Il faut qu'il y ait synchronisation. Alors, synchronisation, c'est quoi? Synchronisation, c'est avant qu'on communique, avant qu'on envoie les informations, il faut qu'on s'entende. Toutes ces négociations où moi, je ne saurais pas réceptionner 10 kilos, toi, tu ne sauras pas. Il faut qu'on s'entende, qu'on se mette d'accord avant de communiquer. Est-ce qu'on doit faire ça? Tel que chez nous ici. On n'a pas commencé directement la formation comme ça. On s'est mis d'accord qu'il y aura tel principe, tel protocole, on doit respecter. Il y aura ça de 9 h à telle heure, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. On s'est mis d'accord pour assurer la communication. Alors, dans la synchronisation, on remarque qu'il y a 3 choses. Il y a le contrôle de flux. Le contrôle de flux fait quoi? On dit le contrôle de flux, il gère le taux de transmission de données et définit la quantité d'informations pouvant être envoyées et la vitesse à laquelle elles peuvent être levées. Donc, on a mis un mécanisme dans la synchronisation qui doit gérer le taux de transmission. Il doit gérer ce que le principe qu'on s'était dit, le principe qu'on avait appliqué, les règles qu'on avait, le protocole qu'on s'était décidé, que ce protocole-là soit respecté. Donc, ce contrôle de flux va veiller à ce que ces protocoles soient. Donc, on a mis comme un agent, c'est comme l'inspection générale. Il va inspecter la communication. Est-ce que vous êtes en train de suivre le principe que vous-même vous avez établi? On s'est décidé, non, il faut communiquer avec autant de gigas. Oui, oui, yes, on communique. Pendant la communication, les principes, il y a un flux qui a été déjà défini, qu'on a dit non, pendant la synchronisation, on a dit non, on doit mettre un agent d'inspection qui va veiller à ce qu'on assigne, on respecte ces principes-là. Alors, nous avons aussi le délai de réponse. On dit le délai de réponse gère la durée d'attente d'un perfil lorsqu'il n'attend pas de réponse de la destination. Le délai d'attente, ici, on a parlé, c'est très important parce que lorsqu'on va communiquer, on peut par exemple se dire, bon, si par exemple on doit commencer la formation à 9h30 et qu'on arrive à 10h15, il n'y a pas l'ouverture des classes, on peut considérer qu'il n'y aura pas de formation. Là, on a défini un timing où lorsqu'on voit qu'il n'y a rien par rapport à ce qu'on s'attend, on doit carrément considérer qu'il n'y aura plus rien. Donc, il n'y aura pas de formation. J'envoie quelqu'un, je me suis dit non, si je te fais un message et que je ne te réponds pas à 10h, à 12h, 10 minutes après, considère que comme si je n'ai pas vu le message. Donc, c'est comme ça, c'est un timing qu'on doit définir. Alors, ce timing est défini déjà dans la synchronisation. Et puis, dans la synchronisation, nous avons aussi la méthode d'accès. On dit que la méthode d'accès détermine le moment où un individu peut envoyer un message. Alors, ici, on doit définir maintenant quand est-ce que tu peux envoyer le message. Parce que on doit les savoir. Dans la communication, on ne peut pas communiquer quand moi je parle, l'autre parle. On aura un problème. Il faut qu'il y ait des principes, des protocoles respectés. On doit dire non. Si par exemple tu vas avoir la parole, tu peux soulever la main, comme ça, je te donne la parole. Si tu veux parler, tu soulèves comme ça, c'est l'orateur, il te donne la parole. Donc c'est comme ça. On ne peut pas tout le monde parler au même moment, sinon ça va créer les désordres.
Alors, on dit il peut y avoir de diverses règles régissant des questions comme les collisions. La collision, c'est comme un accident ou si plusieurs personnes parlent au même moment. Donc, si toutes les machines parlent au même moment, envoient les informations au même moment, il y aura collision. On dit c'est lorsque plusieurs appareils envoient du trafic en même temps que le message devient corrompu, donc il y aura collision. Donc, on ne peut pas communiquer comme ça. Alors, on va beaucoup plus parler de collision aussi parce qu'il faut qu'on comprenne le domaine comment résoudre ces collisions-là. Certains protocoles sont proactifs et tentent de prévenir les collisions. Il y a d'autres protocoles qui sont, on a dit, proactifs et tentent de prévenir, donc d'éviter les collisions. D'autres sont réactifs et établissent une méthode de récupération. Il y a d'autres qui ils n'évitent pas la collision, mais lorsqu'ils subissent la collision, il a la capacité directement de trouver le moyen pour réparer le problème qui s'est passé. Donc, c'est là la quatrième des choses. Et cinquième, je peux dire comme dernier, c'est l'option de remise des messages. On doit savoir à qui on met le message. Or, dans l'option de remise, nous avons trois types de personnes, donc trois types de destinataires. On a la monodiffusion. La monodiffusion, c'est lorsqu'on envoie l'information à une seule personne. La multidiffusion, c'est lorsqu'on envoie l'information à un groupe de personnes. Et la diffusion, c'est lorsqu'on envoie l'information à tout le monde. Donc, c'est comme ça. Il y a une remarque là-bas. Lorsqu'on va parler de IPv4, on parlera aussi de IPv6. Et on verra dans IPv6, il n'y a pas la possibilité d'envoyer des informations à tout le monde dans la diffusion, le broadcast. IPv6 n'a pas ça. Alors, le nœud par rapport à ça, donc si on compare, celui-ci, il envoie l'information à ce messie ici, donc c'est unicast, c'est la monodiffusion. Et celui-ci envoie en deux, en trois d'ailleurs. Pourtant, ils sont dans un groupe de 5, mais il envoie seulement trois. C'est multidiffusion. Et celui avant à tout le monde, c'est broadcast, la diffusion. Rapidement, parlons du protocole. Le protocole, maintenant, c'est, on dit, aperçu protocole réseau. Le protocole réseau définit un ensemble de règles communes. On sait déjà que les règles sont régies par des protocoles. Peut être implémenté sur les appareils. Donc, on peut avoir le protocole au niveau des soft, logiciels, ou bien au niveau du matériel. Ça c'est fait parce que, regardons même les prises murales, les prises électriques. C'est un protocole parce que tout le monde, que je sois ici, que je sois ailleurs, nous avons tous la même norme. Si vous voulez utiliser, brancher le courant, vous devez avoir telle prise ici. Or, on remarque que toutes ces prises murales-là du courant électrique, ce n'est pas le même fabricant qui le fait. C'est plusieurs fabricants. Mais on remarque qu'ils ont la même forme et la même taille. En fait, c'est une norme, c'est un protocole physique qui a été défini. On peut encore parler des protocoles physiques, c'est même l'utilisation du courant. Nous, on utilise le courant de 220 volts. C'est presque partout. C'est un protocole, c'est une norme. Sauf qu'aux États-Unis, il y a une partie de la Chine aussi qui utilise le courant de 110 volts. Mais là, c'est E. Mais nous avons un protocole de 220 volts. Donc, je peux acheter un appareil. De l'autre côté, je viens l'utiliser ici parce qu'on a le même protocole. Moi, si je crée un appareil qui va utiliser 250 volts, ah, là, je serai à côté. Donc, je ne serai pas compatible avec tous les autres appareils. Alors, les protocoles peuvent aussi être dans le deux, donc côté hardware et puis côté software. On dit que le protocole a leur propre fonction. Les protocoles peuvent avoir sa propre fonction. Il assure ça, il assure ça. Il peut avoir son propre règle, son format, pardon. Format, c'est la forme que ce protocole a. Donc, on peut comparer ce protocole avec un autre protocole. On verra que c'est tellement différent. Et ses propres principes. Les protocoles peuvent avoir ses propres principes. C'est comme si nous avons une fête. On a défini le protocole. Il y a un protocole qui est là pour servir à manger. Il y a un protocole qui est là pour guider les personnes à se mettre. Il y a un protocole qui est là pour assurer la sécurité. Il y a un protocole qui est là pour nettoyer la salle. Il y a un protocole qui est là pour veiller sur la lumière. Donc, on remarque qu'il y a plusieurs groupes de protocoles. Alors, les protocoles qui assurent à manger, eux, ils sont habillés de la façon. Les protocoles qui assurent la sécurité, ils sont habillés de la façon. Les protocoles. Mais on remarque que ce sont des protocoles, mais de différentes fonctions, différents formats, et ils ont aussi leurs propres règles. Alors, nous avons des protocoles de communication. On sait que les protocoles de communication, ça permet d'assurer la communication. Leur rôle, c'est assurer la communication. Ils sont là pour assurer la communication. Nous avons le protocole de sécurité et leur rôle, c'est juste pour assurer la sécurité où on voit
l'authentification. Donc, une personne ne peut pas accéder dans le réseau sans être authentifiée. Il voit aussi l'intégrité des données. Je vous avais parlé de l'intégrité. Donc, garantit que les données qui quittent le point A vont au point B sont les mêmes données. Et puis, il assure aussi le routage. Le routage, c'est la communication des routeurs vers les réseaux distants avec d'autres routeurs. Donc, nous avons ces protocoles-là. Et puis, nous avons le protocole de détection. Donc, il y a un protocole ici, vous allez voir les détections des services. Donc, ils sont là pour détecter des services. Par exemple, nous sommes dans le réseau, ils veulent détecter les services, quels services qui sont utilisés, et puis tout ça. Alors, sur ces protocoles-là, j'ai parlé, on dit, les appareils utilisent des protocoles convenus pour communiquer. Donc, les machines que nous voyons ici, ces machines ici, ils utilisent le protocole. Lorsqu'on on a démarré la machine, vous avez vu, c'était en orange. À un certain moment, c'est maintenant en vert. Et actuellement, ça communique, ça passe. Donc, il y a eu des protocoles qui se sont attendus pour communiquer. Alors, nous avons le protocole d'adressage. On dit aussi un protocole peut avoir une ou plusieurs versions. Allô, tu m'entends? Ok, Franck, désolé, il y a eu un petit problème de connexion, mais ça va. C'est bon, tu m'entends maintenant? Ok, oui, on peut continuer, on peut Ok. continuer. On parle, oui. On dit le protocole peut avoir une ou plusieurs fonctions. On peut avoir un protocole qui a la fonction d'adressage. L'adressage, il identifie le PC et le destinataire, donc source et puis destinataire. On peut avoir le même protocole qui a l'adressage. Il a aussi la possibilité de la fiabilité. Donc, il t'offre une garantie de livraison sur le même protocole. Le contrôle de flux, donc garantie de flux de données à un rythme efficace. Donc, il va veiller à ce que le flux de données soit à un rythme efficace. Les séquençages, c'est mettre les étiquettes dans chaque communication. Il peut mettre les étiquettes dans chaque communication, dans chaque segment. Ou bien, le même protocole peut aussi détecter des erreurs. Donc, on n'est pas seulement obligé, quand on voit ces protocoles, il fait ces masses. Non, il peut faire aussi autre chose. Ça dépend par rapport à celui qui a conçu ces protocoles. Alors, nous avons maintenant remarqué que dans la communication, nous avons, nous avons, nous n'avons pas seulement un seul protocole qui fonctionne. Il y a un protocole qui fait son travail, il renvoie à un autre protocole et ces protocoles peuvent aussi renvoyer à un autre protocole. Comme l'exemple que j'ai donné, comme l'exemple que j'ai donné au niveau des, l'exemple que j'ai donné au niveau, sorry, comme l'exemple que j'ai donné au niveau des, de l'homme, il y a le cœur qui a converti quelque chose, il l'a envoyé au cerveau, le cerveau l'a converti encore. Donc, on remarque il y a plusieurs protocoles qui fonctionnent avec d'autres protocoles. Alors, 6C, on parlera d'une suite des protocoles. Bon, j'ai cité la page là parce qu'on va entrer en détail de cette suite des protocoles. La suite des protocoles, c'est la communication d'un protocole à un autre protocole. Donc, remarquez qu'il n'y a pas seulement un protocole qui fonctionne, il y a plusieurs protocoles qui fonctionnent selon les niveaux. Alors, dans ces suites des protocoles-là, on verra, bon, je passe à la suivante. Dans ces suites de protocoles, on dit quoi? Les protocoles doivent pouvoir fonctionner avec d'autres protocoles. Donc, on comprend que c'est la communication d'un protocole à un autre protocole. Alors, suite des protocoles, c'est quoi? C'est un groupe de protocoles interdépendants nécessaires pour assurer une fonction de communication. Donc, c'est un groupe de protocoles interdépendants. Donc, cela veut dire que chaque protocole est indépendant de l'autre. Mais le but, c'est quoi? On travaille tous pour assurer la communication. Alors, des ensembles de règles qui fonctionnent conjointement pour aider à résoudre peut-être à résoudre des problèmes.
Alors, les protocoles sont affichés en termes de couches, où on peut parler des étapes. Donc, on a regroupé un groupe de protocoles. Même si chaque protocole fonctionne indépendamment de l'autre, mais ça peut arriver à un certain moment où, bon, pas un certain moment, mais on peut quand même regrouper ces protocoles-là par rapport au niveau. Par exemple, si je suis dans le cœur, je prends tous les protocoles qui génèrent l'information dans le cœur, je mets ça dans une étape, dans un groupe cœur, et puis tous les protocoles qui sont entre cœur et cerveau, je le mets dans un autre groupe. Tous les protocoles qui sont dans le cerveau, je le mets tous ces protocoles dans un autre groupe, et tous les protocoles qui passent, par exemple, du cerveau à la bouche, je les mets dans une autre étape. Alors, on peut parler de couches supérieures ou bien de couches inférieures. C'est pas grave. Alors, sur ce, nous avons plusieurs sortes de suites de protocoles. Parce que les protocoles, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça, non. C'est quelque chose qui a été défini par rapport aux organismes internationaux. On verra ces organismes internationaux. Maintenant, il y a plusieurs protocoles, suites de protocoles, donc un groupe de protocoles qui fonctionne avec d'autres protocoles. Et nous avons les TCP/IP, nous avons le modèle OSI, nous avons le AppleTech et nous avons le Novel Network. Il y en a aussi autres. Mais sauf que si c'est tout là, nous n'avons que deux types de modèles qui sont des modèles de référence. Dans le modèle conquis, si je conçois quelque chose, je peux me référer à ça. Donc, ce sont ces modèles-là. Alors, je saute la partie ici pour expliquer directement le modèle TCP, les deux modèles. Alors, je vais aller où? Je trouve, j'ai créé. OK. Alors, nous avons vu, nous avons plusieurs modèles. Nous avons plusieurs modèles. Nous avons le modèle AppleTech, nous avons le modèle TCP/IP, nous avons le modèle Novel Network, et puis nous avons le modèle. Il y a aussi d'autres modèles. Mais le modèle, parmi tous ces modèles-là, nous n'avons que deux modèles de référence. C'est quoi ces modèles de référence? Le premier modèle, nous avons le modèle qu'on appelle le modèle OSI. OSI. Et puis le deuxième modèle, nous avons le modèle TCP/IP. Ce sont les deux le modèle TCP/IP. Ce sont les modèles de référence. Alors, le modèle OSI dit quoi? Moi, à partir de la source jusqu'à la sortie de l'information, je divise ça en 7 étapes. Il appelle les couches, dans les 7 couches. Ou la 7e couche, on l'appelle la couche application. Application, application, la 7e couche. La 6e couche, appelle ça la couche. Ça, ce sont les noms. Donc, une couche, c'est comme un groupe, dans une étape où il y a plusieurs protocoles qui fonctionnent dans ces niveaux-là. Et ici, il appelle la couche présentation. Présentation. Alors, 5e, il appelle la couche session. Je vais expliquer chaque couche. La couche. Allô? Allô? Oui, allô, allô, je suis Clavin, là. Oui. Clavin, j'ai une question. Oui, laquelle? Est-ce que après on pourra expliquer les différentes fonctions de chaque couche? Oui, c'est ce que j'ai dit. Je vais expliquer chaque couche. Je cite d'abord le couche et puis D'accord. je vais donner maintenant les explications de chaque couche. Alors, Ok, ok, ok. 4e couche, j'appelle la couche transport. La couche transport. Et puis, 3e couche, il parle de la couche réseau. La couche réseau. Et puis, la 2e couche, il dit non, c'est une couche liaison de données. Liaison de données. Liaison de données. Et puis, la première couche, c'est la couche physique. Il parle de la couche physique. Donc, c'est ça. Le modèle OSI lui dit en lui, non, moi, je préfère qu'ils aient tous cette couche. La première couche, donc, on commence à compter à partir d'en bas. Lorsqu'on reçoit l'information, donc, on reçoit l'information à partir d'ici, à partir de la couche physique. Et puis, l'information monte, ça convertit jusqu'à ce que ça devient le résultat affiché à l'application au niveau de l'interface de l'homme. Maintenant, lorsque nous générons l'information, nous les utilisateurs, nous générons l'information à partir de la couche application. Et puis, cette information-là va
descendre jusqu'à ce que ça va sortir à la couche physique. Que ce soit, on utilise le câble en fibre optique, le câble Ethernet, filaire, cuivre, ou bien les sans fil, les ondes, on passera toujours par la couche physique. Alors, le modèle TCP/IP, il dit, bon, moi, au lieu d'avoir ces 4 couches, moi, je préfère avoir 3 étapes, 4 étapes. Et au lieu d'avoir ces 7 couches, moi, je préfère avoir 4 couches. Et ici, bon, ici, on ne parle pas de numéro dans TCP/IP, on parle seulement des couches. Il appelle ça la couche transport. Il garde le même nom. Et ici, il parle Internet. Et ici, il parle de accès, la couche d'accès. Alors, rapidement, qu'est-ce que fait la couche application? La couche application, quand je le parle, je dis déjà d'ailleurs, c'est quelque chose qui se comprend déjà. Nous, les utilisateurs, nous, les humains, pour communiquer avec la machine, d'abord, la machine ne voit pas tout ce que nous voyons ici, ne voit pas ces images ici. Alors, il fallait qu'il y ait une interface. Et à partir de l'interface graphique, il y a eu des protocoles au niveau de ces couches supérieures-là qui ont converti les données pour que l'homme comprenne. Donc, c'était des codes qui ont été convertis pour que l'homme comprenne. Donc, qu'est-ce que fait la couche application? La couche application, je peux dire, c'est comme l'intermédiaire. Donc, c'est comme une porte qui convertit les données qui sont des codes, le convertir à un format que l'homme, l'utilisateur, peut comprendre. Donc, il prend le code que la machine comprend, il convertit ça à un format que l'homme, donc à un format que l'utilisateur va facilement comprendre. C'est ce que fait la couche application. On voit aussi que la couche application fait aussi les transferts des API, la communication assurée, les transferts des API. Les API, on verra ça en CC 3. C'est ce qu'on appelle API, c'est application programmable, interface des applications, interface programmable de l'application. C'est quelque chose pareil. Donc, ici, par exemple, je vais dans un site web, le site m'a redirigé vers un autre site. Donc, c'est assuré via les API. Alors, les API là, on verra si c'est assuré au niveau de la couche application. Mais pour l'instant, ce qu'on peut comprendre, c'est la couche application. C'est là où on génère l'information. L'information qui est générée là-bas, c'est un format que l'homme comprend. Donc, je vois les images, je vois tout ça là, je vois les tests. Mais en réalité, la machine ne voit pas les tests. Il voit une succession de codes. Alors, pour traduire ces codes-là, c'est la couche application qui le fait. D'ailleurs, pour les pages web, quand nous partons dans une page web, je lance google.com ou bien netacad.com. En réalité, ce qui vient là, ce sont des codes HTML. Il y a un transfert de codes HTML. Il y a un protocole qui assure ces transferts de codes HTML. Alors, mon navigateur qui est au niveau de l'application va convertir maintenant ces codes-là pour que ça me donne un format compréhensible pour que moi, je comprenne. C'est bon, non, Frank? C'est parfait. Pardon? OK. C'est parfait. Maintenant, que fait la couche présentation? La C'est couche parfait. présentation maintenant fait quoi? OK, merci. La couche présentation, elle maintenant va assurer maintenant l'effort. Donc, il va compresser. C'est cette couche compresse la donnée. Donc, lorsque nous compressons une donnée, nous zippons par exemple, c'est la couche présentation qui compresse cette donnée-là. Il compresse la donnée. Et la couche, quand il compresse, il peut aussi décompresser. Donc, il peut aussi faire l'opération inverse. Il ne fait pas seulement la compression des données, il fait les chiffrements aussi des données. Lorsqu'on parle, non, je vais chiffrer mes données, je vais transférer mes données soient chiffrées. En fait, c'est la couche présentation qui chiffre les données. Elle va chiffrer les données. Et puis la dernière des choses, elle va donner le format bon, à la donnée. Voilà. La couche va donner le format à la donnée. Comment le format à la donnée? On reconnaît un tel fichier par son extension. Par exemple, je remarque que ce fichier ici, c'est un fichier vidéo. C'est grâce à son extension-là. Alors, c'est lui qui m'a donné la possibilité de reconnaître ces fichiers-là. C'est la couche présentation. Parce que la couche présentation va donner la forme à la donnée. Donc, dire que non, ces données ici, je l'ai reçu, c'est une donnée qui est vidéo, c'est une donnée qui est JPEG, c'est une donnée qui est photo.
Alors, il va mettre son extension. C'est la couche présentation qui mettra son extension. Alors, la cinquième couche session, lui, il dit qu'est-ce qu'il fait ces couches? Comme le nom le dit, il va créer la session de communication. C'est comme si notre président veut communiquer avec le président de chez vous là-bas, Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas directement communiquer comme ça, non. Il faut qu'il y ait un service qui vont créer un itinéraire par lequel le président va passer, va faire ça. Donc, un protocole qui vont assurer, d'abord, un service de protocole qui vont assurer qu'il y ait la communication entre de chez nous et chez vous là-bas. Donc, le président de chez nous, Tshisekedi, vient aller à Côte d'Ivoire. Alors, il ne va pas directement comme ça. Non, non. Il faut qu'il y ait des protocoles qui vont établir le chemin. Le président va arriver où, il va passer par où. Là, c'est ouvrir la session. Donc, il crée un chemin qui est déjà dispo. Alors, quand le président va passer, ces protocoles vont assurer toujours que ces chemins-là, il n'y a pas eu d'obstacle. C'est toujours, les chemins toujours maintenus. Donc, c'est toujours possible, dispo pendant le passage du président. Alors, lorsque le président va finir, il finit tout, il rentre, ces protocoles-là vont fermer maintenant. Donc, ils vont clôturer, on dit non, les chemins peuvent maintenant être utilisés par tout le monde. Donc, c'est cette couche session, il crée la session entre le PC source et le PC de destination. Il va maintenir la session pendant la communication. Ça serait que la session est toujours ouverte. Et puis, ils vont fermer la session lorsque la communication a pris fin. C'est la couche session. C'est qu'elle fait. Alors, la couche transport. La couche transport, je le mets ici, la couche transport. Couche transport. Quand je parle de transport, je parle de ce que fait cette couche ici et de ce que fait aussi la couche transport du modèle TCP/IP. Alors, la couche transport va faire quoi? La première des choses, c'est la segmentation. En fait, il y a beaucoup de choses qu'elle fait, mais parlons d'abord de la segmentation. Il a reçu la donnée qui a été générée à partir de l'application, la couche transport reçoit cette donnée-là. Elle dira à lui, non, non, je ne peux pas envoyer la donnée comme ça. Il faut que je divise cette donnée-là. Je dois diviser la donnée en petites portions. Alors, la donnée qui avait une forme, par exemple, qui avait la forme des 100, elle sera découpée, découpée, découpée en de petites portions qui auront des formes de 10, 10, 10, 10, 10. Là, c'est la première des choses. Lorsqu'elle segmente, cet effet-là, cette opération, on l'appelle la segmentation, donc diviser. Après avoir segmenté, elle va identifier maintenant chaque donnée, chaque portion. Pourquoi? Elle va identifier, bon, pas chaque portion, mais elle va identifier chaque donnée. Pourquoi? Dans nos PC, on peut générer les données à plusieurs données à la fois. Je peux au même moment, je suis en train de télécharger sur Internet, j'ai généré un service de téléchargement et je suis au même moment de regarder, d'envoyer les emails. C'est un autre service qui assure ça. Et je suis au même moment aussi de faire quoi encore? Je regarde les images sur vidéo YouTube, je communique sur WhatsApp, je communique sur Messenger. Je fais beaucoup de choses à la fois. Alors, chaque chose a son protocole qui assure. Il a son protocole. Par exemple, il y a les protocoles pour les téléchargements. Lorsqu'on génère le téléchargement à partir de l'application, il y a un protocole qui assure le téléchargement. Lorsque j'envoie les emails, il y a un protocole qui assure le transfert des mails. Lorsque je demande des pages web de NetAcad, il y a un protocole qui assure ce transfert des NetAcad. Alors, la couche transport va recevoir toutes ces données-là, des différents protocoles. Il prend par exemple les données du protocole HTTP, qui est le transfert des web, les demandes des pages web. Il dit, bon, toi, je dois te segmenter. Il segmente ces données du protocole HTTP. Alors, après avoir segmenté les données du protocole HTTP, il va numéroter pour dire que ces données ici appartiennent au protocole HTTP. Il mettra ce qu'on appelle le numéro de port. Numéro de port. Le numéro de port. Il va mettre le numéro de port. Alors, le HTTP, son numéro de port, c'est 80. Donc, il va mettre dans toutes ces petites portions-là, il met le numéro de port 80, 80, 80, 80. Il laisse. Ils vont aussi dans le téléchargement FTP, il segmente, il met le numéro de port 20 ou bien 21 parce que FTP a les protocoles qui assurent le téléchargement, c'est les TFTP ou bien les FTP. Parlons seulement des FTP. FTP, il met 20 ou bien 21. Bon, le 2, on verra. Il met 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, le numéro de port. Il vient dans le mail, il met encore 25, 25, 25 parce que le protocole qui assure le transfert de mail, c'est le SMTP, donc SIPON Mail Transfer Protocol. Ils vont mettre son numéro de port
25, 25, 25. Donc, il segmente à toutes les portions. Alors, quand il a fait la segmentation, il a identifié par le numéro de port. Il va maintenant, bon, le fait d'ajouter le numéro de port là, c'est, on dirait, il ajoute une en-tête. Donc, j'ai pris la donnée, je l'ai divisée. J'ajoute maintenant des informations. Le fait d'ajouter les informations, ce sont des numéros de port dans chaque portion. C'est l'effet d'ajouter l'en-tête. On parle de l'en-tête. Il a ajouté l'en-tête. Ce n'est pas seulement le numéro de port qu'il va ajouter. Il y a aussi autre information qu'on verra à la suite. Il va ajouter. Mais pour l'instant, parlons des numéros de port seulement. Alors, lorsqu'il fait ça, cette opération, j'ai parlé de la encapsulation. Encapsulation, c'est qui fait la couche transport. Alors, euh, la deuxième opération aussi, elle peut faire, c'est le multiplexage. Le multiplexage, c'est quoi? C'est le fait maintenant de prendre plusieurs données, plusieurs informations, ces petites portions-là, de le faire sortir dans le même canal. Donc, je prends la donnée de HTTP, je prends la donnée de téléchargement, je prends la donnée des mails, des petites données que j'ai découpées, je le mélange tous ensemble, je les fais sortir dans les mêmes canaux. L'effet de le mélanger, les faire transférer dans le même canal, le même circuit, c'est le multiplexage. Le multiplexage. Alors, après avoir fini, la couche transport va prendre maintenant les segments, donc les données qui ont été segmentées, et on a ajouté les informations des numéros. Il prend ces segments-là et il renvoie au niveau de la couche transport et la couche réseau, pardon. La couche réseau va faire quoi? Il va dire, mais c'est moi qui suis le réseau. Je dois identifier qui émet et à qui le message doit arriver. Or, c'est qui émet, c'est moi le PC qui émet. Donc, il va prendre son adresse IP, il prend son adresse IP, il le met dans les segments. Donc, il prend une enveloppe, il le met dans le segment, il notifie l'adresse IP de celui qui émet, et puis il prend l'adresse IP de destination de là où le message va, il prend son adresse IP, il met dans l'enveloppe. Donc, c'est ça. Alors, ce qu'on aura comme résultat, ça va nous donner le paquet. J'ouvre bon, pas entre parenthèses, je parle d'un point parce que j'ai toujours tendance à parler de ça. Il fallait que je parle déjà quand je suis entré dans la couche applicative transport. C'est quoi? C'est l'encapsulation. Encapsulation. Encapsulation, c'est le fait de prendre un message, de le mettre dans une enveloppe et d'ajouter les informations. C'est comme si je vais envoyer une lettre à quelqu'un. Je prends la lettre, je mets le contenu dans la lettre. J'écris le message, va de chez qui, va là-bas, et vient de chez qui, vient de chez moi, va chez un tel. Je prends cette information, je mets dans une enveloppe. Le fait de mettre dans l'enveloppe, c'est ce qu'on appelle l'encapsulation. Quand je l'ai mis dans l'enveloppe, je notifie au-dessus de l'enveloppe. Je mets que non, ça vient de chez moi, expéditeur, destinataire, ça va sur l'autre. Et je prends cette enveloppe-là, je le mets aussi dans une farde. Et dans la farde, je notifie encore. C'est tout ça ce qu'on appelle l'encapsulation. C'est l'encapsulation. Et puis dans la farde, je peux mettre ça dans un carton et je notifie encore dans les cartons. Et puis dans les cartons, c'est ce qu'on appelle tout ça. Cette opération, c'est l'encapsulation. Encapsulation. Alors la désencapsulation, c'est le fait de faire l'opération inverse. Donc je prends les cartons, je déchire les cartons, je ramène la farde, je lis les notifications, je déchire la farde jusqu'à ce que je vais faire sortir le contenu du message. C'est la désencapsulation. Alors, l'encapsulation commence à partir de la couche transport. La couche transport, lorsqu'elle a segmenté les données, elle a ajouté les informations. L'effet d'ajouter les informations des numéros, là, c'est ce qu'on appelle l'encapsulation. Elle a encapsulé. Alors, le nom maintenant de cette donnée-là devient segment. Ça devient segment. On ne va plus parler des données, on parlera maintenant des segments. En fait, les segments, c'est quoi? C'est la donnée qui a été encapsulée par la couche transport. Et la couche transport, oui. La couche transport va envoyer des segments maintenant au niveau de la couche réseau. La couche réseau va mettre dans chaque segment le numéro et les adresses IP, source et destination. Donc, c'est comme si la couche réseau prend cette segment-là, il met encore dans une autre enveloppe où il notifie avec les adresses IP, source et des destinations. C'est l'encapsulation aussi. Alors, cette encapsulation, le nom de la donnée qui est au niveau de la couche réseau, on va appeler c'est le paquet. Le paquet. Alors, quand la couche réseau finit, finit de mettre les adresses IP source et destination, il renvoie à la couche liaison de données.
La couche liaison de données va faire quoi? Cette couche va dire, bon, vous avez encapsulé, moi aussi je dois encapsuler, mais je dois clôturer maintenant mon encapsulation. Je dois clôturer. Alors, il prend les paquets qui est venu au niveau de la couche réseau. Il prend ces paquets-là, il va mettre ça dans une enveloppe et puis il va signer que c'est fini, on ne va plus encapsuler. Dans la couche liaison de données, il va encapsuler en mettant les adresses MAC. La couche réseau a mis les adresses IP, mais la couche liaison de données mettra les adresses MAC. Il met MAC source et MAC destination. C'est quoi l'adresse MAC? L'adresse MAC, c'est une adresse qui est physique. C'est une adresse physique qui est au niveau de la carte réseau. On va voir cette adresse-là. C'est une adresse où lorsqu'on conçoit déjà l'appareil réseau, on lui donne déjà une adresse à lui. Donc, il va prendre cette adresse-là, il prend aussi à qui on a envoyé le message, il prend son adresse MAC, il met ça comme destination. Et puis, il signe en bas que c'est fini, je clôture l'encapsulation. Après avoir fini, la couche physique maintenant va convertir maintenant cette trame. Donc, le nom maintenant le nom de la donnée qui est au niveau de la couche liaison de données, on appelle la trame. Donc, quand on en parle de la trame, c'est la donnée, donc un paquet qui a été encapsulé à partir de la couche liaison de données. Alors, la couche physique maintenant va convertir selon le bit. Si nous utilisons les supports en cuivre, il va convertir selon le bit. Si nous utilisons les supports en lumière, il va convertir selon la lumière lumineuse. Si nous utilisons les ondes, il va convertir selon les ondes. Donc, la couche physique va convertir maintenant cette trame-là selon les supports utilisés. Alors, c'est ça. Quand je parle des noms de chaque donnée dans différentes couches, on peut parler des PDI. Alors, nous remarquons, dans la couche application, de la couche application jusqu'à la couche session, la donnée ne change pas. La donnée a toujours la forme qui est data. Dans les trois ici, ont l'air données qui sont toujours, c'est data. Non, je mets ça ici, c'est data. La donnée est data. Donc, à partir de la couche application, présentation, session, la donnée ne change pas. C'est toujours data. On ne fait rien, c'est toujours data, donnée. Mais tandis que le P2I de la couche transport, c'est segment. Segment. Parce qu'ils ont changé, ils ont divisé la donnée et ils ont ajouté des informations. C'est segment. Et le P2I maintenant, le PDI de la couche réseau, c'est paquet. Paquet, vous voyez? Paquet, segment, c'est pareil avec même l'Internet qui est ici. Et même celui qui est ici, transport. Alors, liaison de données ici, on parle de la trame. On parle de la trame. De la trame. La trame. Et ici, on parle de bits. La physique, on parle de bits. Mais mettons bits entre en parenthèses. Donc, si je parle par exemple du PDI, le PDI, c'est la forme que la donnée prend dans les différentes couches. Dans la couche application jusqu'à session, c'est toujours data. Transport, c'est segment, réseau, paquet, et puis liaison de données, c'est trame. Donc, on comprend que l'encapsulation commence à partir de la couche transport et ça se limite à la partie de la couche liaison de données. Donc, l'encapsulation commence à partir de la couche transport. Voilà pourquoi, si nous comparons maintenant le modèle OSI avec le modèle TCP/IP, on va remarquer quoi que les trois dernières couches, la couche application et la couche présentation et session, ne font que la même chose dans dans le modèle OSI. Parce que le modèle OSI dit, le modèle pardon, TCP dit quoi? TCP/IP, il dit que bon, moi je vois les trois premières couches ici ne font rien, ne font presque la même chose. Donc quelque chose qui peut être utilisé dans une seule couche, il les relie tous dans la couche application. Dans le modèle TCP/IP, sa couche application a trois couches de modèle OSI. On voit l'application, présentation et puis session. Mais tandis que transport est égal à transport du TCP/IP. Tout ce que fait la couche transport du modèle OSI, la couche transport du TCP/IP aussi le fait. Et on voit la même chose que fait la couche réseau
et la couche Internet. Donc, si on compare, c'est égal. Mais les deux dernières couches ici, les deux premières couches ici font la même chose que la couche accès du modèle TCP/IP. Donc, les deux couches du modèle OSI, liaison de données et physique, sont inclus dans la couche transport, dans la couche accès, pardon. Donc, par conséquent, tous les protocoles qu'on va voir dans ces deux couches ici, on le verra dans cette couche ici. Et ici, tous les protocoles qu'on verra dans cette couche, on le verra dans l'autre couche. Pareil pour l'autre. Mais ici, tous les protocoles qu'on verra dans les trois dernières couches ici, on le verra dans le modèle, dans la couche application du modèle TCP/IP. Je ne sais pas si ça va. Oui, 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 ça va. Ça OK. va. Ça va. OK. On passe maintenant ici. Ça, c'est le modèle TCP/IP. Oui, je suis là. Le modèle TCP/IP. Essayons un peu de comparer ici. On remarque quoi? Voilà, bon, ici, on n'a pas comparé. Et puis, dans la communication, c'est ce qu'on a. J'ai parlé de l'encapsulation, le processus. Lorsqu'on veut communiquer avec un serveur, on dit un serveur web encapsulant et envoyant une page web à un client. Donc, il va encapsuler. L'encapsulation, c'est traverser les différentes couches pour atteindre la destination. Et ici, on a le bit. Alors, les organismes internationaux, on va parler des organismes de normalisation. Ce sont eux qui définissent maintenant les normes. Nous avons les IEE, les IANA, les IETF, les ICANN, les ITE, les ITIA. Ce sont eux. Maintenant, ces organismes-là, ils travaillent gratuitement. C'est à 100 bits lucratifs. Et ces normes-là ouvertes nous aident à avoir l'interopérabilité, la compétition et puis les innovations. Vous voyez, quand on a tous les mêmes idées, on a la facilité d'avoir la possibilité d'avoir la compétition entre nous. Et puis, ces organismes-là sont naîtres du fournisseur. Ça n'appartient à personne. Sont naîtres du fournisseur, ça n'appartient à personne. Et puis, c'est gratuit aussi, j'ai parlé gratuit. Et puis, ça crée aussi un développement. C'est créé pour développer et promouvoir le concept des nouvelles technologies. Alors, nous avons beaucoup, il y a la norme Internet, il y a la société Internet qui est ISOC, qui est là pour promouvoir le développement et l'évolution ouverte de l'Internet. D'ailleurs, c'est que je vais conseiller aussi. C'est gratuit. Vous pouvez aller sur Internet dans le site de ISOC, adhérer dans les chapitres parce qu'il a des chapitres beaucoup. Ici en RDC, il y a un chapitre ici aussi en RDC où nous sommes à 222 membres déjà du chapitre. Bon, j'en fais partie de cette organisation aussi. Alors, on partage ce qui est Internet. On va voir l'Internet dans 10 ans, dans 50 ans, au-delà, comment sera l'Internet. Et puis, les ISOC, ils travaillent avec IAB, ils travaillent avec IETF et puis les IATF. Donc, ce sont des organismes, hein. C'est dans beaucoup de domaines. Ce n'est pas seulement l'Internet. Il y a beaucoup de domaines. Et puis, le ICANN, il est là pour attribuer les adresses IP, parce que les adresses IP seront attribuées par région, par exemple, et par continent. Chez nous, en Afrique, nous avons les Afriniques, mais celui qui gère au niveau au niveau mondial, c'est ICANN. ICANN qui gère, qui prévoit, et puis il donne à IANA, IANA qui va superviser, il va distribuer maintenant dans les différents départements des continents. Alors, nous avons aussi des normes au niveau de l'électronique et puis des communications. Il y a des normes des institutions qui définissent maintenant. Par exemple, j'avais donné l'exemple des courants. C'est au niveau de l'électronique. Les câbles ISD, ça doit utiliser 5 volts. 5 volts, on doit voir ça, on doit voir ça. Ce sont des normes qui doivent être appliquées, définies par les organismes. Au 5G crée des problèmes au niveau des fréquences. Ce sont des normes des TIA qui définissent maintenant toutes ces fréquences-là. Alors, le norme des références, le modèle des références, je l'ai expliqué là-bas. Le modèle des références, quand on compare, on voit que les trois couches, donc on remarque que les trois dernières couches du modèle OSI font la même couche du modèle TCP/IP. Et quels sont les protocoles que nous retrouvons? Nous retrouvons le même protocole. Il y a les HTTP que j'ai parlé pour les transferts web, il y a les DNS pour le nom de domaine, il y a les DHCP pour les transferts des adresses IP, il y a les FTP pour le téléchargement. Alors, au niveau des transports, nous avons
des familles, la famille TCP et puis nous avons la famille IDP. Je vais en parler encore plus loin parce qu'il y a un chapitre qui ne parle que de la couche transport. Et puis la couche réseau, nous avons les IPv4 et nous avons les IPv6 parce que c'est là qu'on va adresser avec les adresses. Et on remarque que les deux premières couches ici font la même couche du modèle accès. Nous avons Ethernet, nous avons sans fil, nous avons le Sonnet, nous avons le SDH, nous avons même le WAN ici, dans les deux couches ici. Alors, ils ont parlé de l'avantage d'avoir le modèle à couche. Ce sont les avantages de l'utilisation d'un modèle à plusieurs niveaux. Pourquoi? Parce que ça aide à la conception des protocoles, car le protocole qui fonctionne à une couche spécifique ont des informations définies sur lesquelles ils agissent. Donc, je sais que les protocoles qui sont dans cette couche ici, ils sont là juste pour ça. Alors, je peux concevoir des protocoles uniquement pour cette couche ici. Ça encourage aussi la compétition, car le produit des différents fournisseurs peut fonctionner ensemble. Donc, le produit d'un tel, la compétition. Je vois que l'autre donne le meilleur service que l'autre. J'ai choisi son protocole. L'autre donne tel service, j'ai choisi. Et puis, ça empêche aussi les changements de technologie ou de capacités dans une couche à faire. Donc, le problème de la couche, par exemple, la couche 4 ne peut pas affecter la couche 5 et ne peut pas affecter la couche 5, voilà, ne peut pas affecter la couche 3. Donc, chaque couche fonctionne indépendamment de l'autre. Mais sauf que si la couche 3, par exemple, une couche a un problème, la communication ne sera pas assurée. Mais cela ne veut pas dire qu'il va affecter d'autres couches. Non, non. Son problème sera résolu seulement à sa couche, au niveau de sa couche. Alors, il est courant d'essayer un peu de donner quelques définitions. La couche 7 contient des protocoles utilisés pour la communication de processus à processus. Des processus sur des conversions de code que je vous ai parlé là. C'est un peu ça. Vous allez lire ça dans les cours. Puis la page ici, on passe. Puis ici encore, le modèle TCP/IP, on a essayé de comparer. On a vu ça. Il y aura des exercices, des paquets traceurs. Et puis, je vous ai parlé de l'encapsulation des données. L'encapsulation des données, on voit la conversion de données dans différentes couches. Je vais parler de ça. Et puis, par exemple, au niveau de la couche transport, parce que c'est là qui commence l'encapsulation. Alors, l'encapsulation, on dit, dans la couche transport, il fait la segmentation. La segmentation est le processus de séparer des messages en petites unités. C'est ce que je vous ai parlé. Ça va nous aider à quoi? À augmenter la vitesse. Parce que quand c'est facile de transférer les petites unités que les grandes unités. On augmente déjà la vitesse et la rapidité. Des grandes quantités de données peuvent être envoyées sur le réseau sans attacher une liaison de communication. Alors, ça nous augmente aussi l'efficacité. On a la souplesse d'envoyer beaucoup de choses. Seuls les segments qui n'atteignent pas la destination doivent être retransmis. Donc, vous voyez, donc, je divisé en plusieurs étapes. Seulement là où il y a un problème là où les segments n'ont pas atteint la destination, qu'est-ce qui va se passer? Je vais renvoyer, au lieu de renvoyer pour tous, je vais renvoyer pour plusieurs choses. Même nous, on fait quoi? On a l'habitude de cacher l'argent pas dans un seul endroit. On a l'habitude de prendre ici, je mets encore ici. Pourquoi? Parce que ici, ça peut tomber problème. Si je mets seulement dans une seule place et que ça tombe problème, ou bien on a découvert, ou bien on m'a volé, du coup, je perds tout. Alors, je dois essayer un peu de segmenter, d'envoyer, de mettre quelques pièces partout, partout. Pourquoi? Parce que si une partie ici est tombée en panne, je peux avoir seulement la perte de cette partie ici, au lieu que d'avoir la perte de la totalité. Et ça, là, vraiment très important de, de transfert de la segmentation. On a vu les séquençages maintenant, c'est quoi? Nous sommes toujours au niveau de la couche transport. Les séquençages maintenant, c'est lorsque la couche transport segmente la donnée. Il a divisé, non? Maintenant, imaginez-vous, cette donnée-là doit être reconstruite lors de la réception. La réception doit reconstruire les données. Pendant que chaque segment a prêté plusieurs chemins. Alors, ça peut arriver, le premier qui était sorti au niveau du PC, les chemins qu'ils ont prêtés, ce n'était pas un chemin rapide. Ils sont arrivés en dernier à la destination. Alors, comment le destinataire saura que c'est lui qui est arrivé en dernier, c'est la première partie? Alors, déjà, depuis lors de la segmentation, la couche transport maintenant va aussi mettre les étiquettes pour signaler que ça, c'est la première partie, ça, c'est la deuxième partie, ça, c'est la troisième. Comme un puzzle, il va s'y notifier. Pourquoi? Parce que même si le dernier partie de la donnée arrive en premier là-bas, que les destinataires attendent jusqu'à ce que le premier partie sera là pour reconstituer la donnée.
Imaginez-vous, vous avez une image sur web, image sur NetAcad. Au lieu que l'image soit bien construite, vous remarquez dans cette image, une personne, le nez est au niveau de la tête, le nez au niveau de la main. Tout ça là, pourquoi? Parce que l'image n'a pas été bien construite. Ce n'était pas construit en ordre. Alors, ça va nous créer des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'image soit construite en ordre, reconstruite en ordre. Alors, pour que l'image soit reconstruite en ordre, on va mettre aussi les étiquettes. Les étiquettes n'ont rien à voir avec le numéro du port. Le numéro du port signale le protocole utilisé. Mais les séquençages, les étiquettes, ils signalent selon l'ordre de la reconstitution. L'ordre comment on a séparé. Nous remarquons ici, nous avons le 1, 2, 3. Donc, on voit le 1, 2, 3. Quand moi, je vais reconstruire, je vais mettre le 1 à sa première place, 2 à sa deuxième place et puis 3 à sa troisième place. Alors, P2I, j'avais parlé unité de données du protocole. C'est la forme que la donnée prend. Nous avons données, data. Donc, remarquez, dans les 3 dernières couches, c'est toujours data, 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 data. Arrivé ici, segment, il y met data plus la tête des segments. Donc, plus les informations de la couche transport, on appelle ça segment. Et arrivé des paquets, on voit data et segment. Donc, segment, déjà, c'est data et la tête de la couche transport. Et on voit aussi la tête de la couche réseau. C'est ce qui fait le paquet. Donc, on ajoute encore, on prend une enveloppe qui a été mise dans une enveloppe, on le met encore dans une autre enveloppe. Et ici, dans FRAM, dans relais des trames, dans tram, pardon, on voit la trame C, on a data, on a l'information, les paquets, donc ce qui fait paquet, on a l'information de la couche transport, ce qui fait, et pardon, ça c'est l'information de la couche transport, ce qui fait d'abord segment, on a l'information de la couche réseau, ce qui fait les paquets. Alors, la liaison de données met cette information et l'autre, parce que je vous l'ai dit, c'est elle qui clôture. Donc, elle met le débit et la fin, elle clôture pour donner tram. Et puis le bit, c'est dans les supports de transmission. Alors, c'est un peu ça, c'est un peu ça, un peu ça. Alors, comment accéder au réseau? Ici, comment accéder au réseau? Dans l'accès au réseau, on a deux types d'adressage. Nous avons les adresses IP source et les adresses IP de destination. Là, c'est la première phrase. Deuxième phrase, on doit notifier aussi les adresses des adresses MAC. J'ai parlé, c'est la couche liaison de données qui notifie les adresses MAC. Alors, comment cette couche fait? Les adresses IP sont comme les adresses logiques que l'administrateur va attribuer selon les réseaux. Mais tandis que les adresses MAC, ce sont des adresses liées à la carte réseau. Ce sont les adresses qu'on appelle les adresses physiques. Qui nous aident à quoi? Qui nous aident à déplacer la trame. À déplacer la trame. L'adresse logique qui est la couche 3, parce que l'adresse logique c'est IP. Or, IP, il est au niveau de la couche 3, la couche réseau. Cette adresse IP, nous avons, ce sont des adresses que si je communique avec la personne, ces adresses-là ne changent pas. Pourquoi? Quand le PC ici veut communiquer avec les serveurs ici, au niveau des paquets, on a mis l'adresse IP source, c'est MC ici, mais eux, on a mis l'adresse IP de destination, c'est serveur ici. Peu importe les réseaux que ces messages vont circuler, on verra ces les relations. Ça vient de ce MC, ça va au serveur. Ça ne va pas changer. Parce que c'est pour localiser les serveurs. C'est comme ça les adresses logiques. Tandis que maintenant, les adresses IP et les adresses MAC changent selon maintenant les réseaux. Ça change selon les réseaux. On verra ça. Je vais rapidement me démontrer ça dans la pratique. Je crois peut-être demain, ça va nous prendre les restes. Je vais pratiquer ça. Ça va prendre 3 chapitres déjà. Ça me prend chapitre 4, 5 et 6 même. Non, non, pas 5. Ça prend 3 et 4 et 6. Je résume ça directement en expliquant à la pratique qu'est-ce qui se passe en réalité. Alors, dans l'adresse IP, nous avons deux protocoles. Il y a le protocole IPv4 et puis il y a le protocole version 6. On va voir en détail. Voilà. Lorsque nous communiquons sur le même réseau, bon, comme c'est les restes, sorry Franck, désolé,
Alors, lorsque nous allons communiquer maintenant dans le même réseau, on va voir en réalité qu'est-ce qui se passe. Je vais maintenant à la pratique dans le paquet tracer ici que j'avais conçu. Alors, ici, on va voir la simulation. Si par exemple le Messie ici lance le ping avec son voisin ici, vous allez cliquer ici dans la simulation. Je viens dans la simulation. Quand je clique la simulation, il va me donner cet écran ici. Cet écran ici va m'aider à voir, à visualiser comment fonctionne le réseau. Mais dans un réseau pareil, on ne va pas utiliser cet écran. Il y a des applications qui nous permettent de faire les captures de données, la capture de données. Donc, je repousse la partie ici. Je repousse. Maintenant, je crée la simulation. Je prends l'enveloppe, parce que l'enveloppe, c'est le ping. Je prends l'enveloppe, je mets ici, je mets là-bas. Je retourne, j'essaie de pinguer. Le messie ici, je ping jusque là-bas. Cercle c'est fort. Je viens ici, je ping jusqu'ici. On attend. Je refais encore. Je prends l'enveloppe, je mets jusqu'ici. OK, ça passe. Alors, je fais quoi? Je mets simulation. Je prends l'enveloppe ici, je mets jusque là-bas. Le ping, c'est un message qui est un protocole qui est au niveau de la couche 3, la couche réseau. Donc, moi, le PC ici veut pinguer l'autre PC. Alors, je vais voir l'information. Le ping utilise le protocole XMP. Donc, je viens ici, je pousse dans ce tableau ici, je pousse, je vois device 0, qui est 0. Il lance l'information à qui? À device 1. Je n'avais pas énuméré. Je mets device 0 qui lance à 1. Voilà. Je le ping, c'est le device 0. Je regarde maintenant l'information. Je clique à la case ici. Je clique à la case ici. Là, on a XMP. Je clique, c'est un peu la couleur verte. Je clique. Maintenant, regardons. Je vois ici, on dit couche 3. Couche 3. L'entête IP. On me donne l'adresse IP source. On dit c'est 192.168.10.1. Effectivement, c'est l'adresse de ce PC ici qui a émis le message. Alors, je vois l'adresse de destination, c'est 192.168.10.d. Alors, c'est l'adresse de celui que j'ai envoyé. On peut vérifier ça. On peut vérifier d'abord leurs adresses. Je supprime. Je viens d'abord dans la réalité. Je retourne à la réalité. Je vérifie son adresse. Je vois que c'est 10. Vous avez vu la petite case? C'est 10.1, son adresse. Et je viens ici. Je regarde, c'est 10.d. Alors, c'est ça. Je rentre. Je prends le message. Je dis, toi, ping l'autre. Alors, on regarde maintenant dans la tête. Bon, le couleur a changé parce que ça change, c'est quelque chose qui est aléatoire. Je vois son adresse IP 192.168.10.1. Et je vois ici, c'est 192.168.10.2. Avant d'abord, j'aimerais qu'on note les adresses IP de chaque PC et leurs adresses MAC parce qu'on va travailler aussi par rapport à leurs adresses MAC. Je viens dans ce PC. Je clique là. Je clique ici. Voilà. Je viens dans Desktop. Dans la je mets la commande IP config /all. Voilà. J'ai son adresse IP qui est là. Je prends son adresse IP. Je prends son adresse IP. Je vais copier ça. Je copie son adresse IP. Je le mets ici. Je le mets. Son adresse IP qui est là. Et puis, c'est pas fini. Je vais prendre aussi son adresse MAC. Son adresse MAC, vous regardez toujours dans la même commande, il y a physical address, adresse physique. Je prends son adresse physique qui est là. Il ne faut pas prendre de la carte Bluetooth, pas de la carte Bluetooth, c'est la carte Fast Ethernet 0. C'est là qu'on avait branché les câbles. La carte Bluetooth, c'est une autre carte Bluetooth pour le réseau Wi-Fi et Bluetooth, pardon, sans fil. Alors, je vous ai dit, l'adresse MAC, c'est l'adresse qui est déjà depuis l'usine pour tous
tous les périphériques qui doivent être en réseau. Pour toutes les cartes, que ce soit la carte Bluetooth, la carte Wi-Fi, la carte filaire, fibre optique, toutes les cartes qui doivent être en réseau, ils ont déjà leur adresse MAC. Alors moi, quand je suis dans le PC, je prends cette adresse MAC ici. Je mets ça ici. Je viens là, je vais coller l'adresse. Je colle l'adresse. Oh non, non, non. Je ne vais pas copier. Je viens là, je mets ici, je clique comme ça, copie. Ok, je ferme. Je viens celui-ci. Et puis, je colle l'adresse. Donc, j'ai son adresse MAC et son adresse IP. Alors, celui-ci, je connais déjà son adresse IP. Bon, on peut toutefois vérifier son adresse IP. On peut toutefois vérifier pour qu'on ait la confirmation. Je viens ici. Je mets IP config. Alors, je vois l'adresse qui est D. 192.68.2. Je vais copier. Je vais copier, je mets ça ici. Et puis, je viens prendre l'adresse physical. Oh non, désolé. En fait, j'ai pas mis all. Voilà pourquoi il m'a donné moins d'informations. Il faut que je mette all. Je mets IP config espace slash ALL. Donc all. Voilà. Viens carte, il me donne l'adresse et puis il me donne l'adresse. Donc all c'est tout. Il me donne toutes les informations. Alors je mets copie là-bas. Et je viens mettre ici. Ici, je vais mettre son adresse. Alors, je viens aussi prendre au niveau du routeur, parce que dans le routeur, on verra ça. Je vais prendre au niveau du routeur, mais pour l'instant, je ne vous montre pas encore la commande. Je ne vous montre pas encore la commande, parce que si je vais prendre l'adresse, son adresse ici, c'est combien? Je regarde sur cette interface. Il faut que je mette l'adresse MAC du commutateur, du routeur, pardon. Mais, on verra ça après. Je viens dans ce PC ici, je prends son adresse IP et l'adresse MAC. Je mets ipconfig slash all. Je prends son adresse IP qui est dans un autre réseau. Copie. Je mets ça ici. Ce PC ici. Et puis, je viens prendre son adresse MAC. Qui est là. Alors, maintenant, l'adresse MAC, c'est une adresse qui est au niveau de la couche D. Cette adresse n'est pas au niveau de la couche 3, c'est au niveau de la couche D. Donc, il ne sait pas voir ce qui se passe à la couche 3, qui est la couche réseau. Si maintenant le PC ici, simulation, il envoie l'information maintenant à partir d'ici jusqu'à là, qu'est-ce que nous remarquons? Ici, nous communiquons dans le même réseau. On remarque quoi? Je viens dans les types de messages, je clique là, je vois l'adresse IP, source, c'est l'adresse ici, et l'adresse IP de destination, c'est cette adresse ici. Et l'adresse IP de destination, c'est le message qu'on a pingé. Maintenant, je viens dans la couche D. La couche D ici, quand on regarde la couche D, je clique là. Les informations de la couche D, je regarde l'adresse IP source. Je vois l'adresse IP source, c'est 00D0.ff5c.DA6E. C'est l'adresse source du PC qui a émis. C'est normal parce que le PC qui a émis. Et je viens regarder l'adresse de destination, c'est le 00D0BA80.ACB9. C'est l'adresse du PC qui a. C'est normal parce que c'est lui, on a envoyé le message. C'est comme ça que ça se passe dans le réseau. Dans le réseau, lorsque nous communiquons dans le même réseau, les PC qui émettent son adresse dans la communication, quand on voit la conversation, on voit l'adresse IP source du PC qui a émis et on voit l'adresse IP de destination sur du PC qui va réceptionner. Quand on descend la couche liaison de données, on verra aussi l'adresse IP et l'adresse MAC du PC qui a émis et on verra aussi l'adresse MAC de destination du PC qui va réceptionner. C'est normal dans la communication. Alors, je mets play, je vois ma communication passe et ça vient là.
Je vous rappelle encore que l'adresse MAC nous permet de déplacer la liaison, la trame dans la liaison. Alors, je rappelle, lorsqu'on parle de la communication, vous voyez, c'est ce que c'est fort. Lorsqu'on parle de la communication dans le même réseau, le PC, donc le PC, les conversions des IP ne changent pas. Dans la communication dans le même réseau, on voit PC qui émet, c'est PC source 0, son adresse IP source et destination, c'est celui-ci. On voit les adresses MAC source des PC qui émet et les adresses MAC des destinations l'autre. Et je rappelle encore, l'adresse MAC, ça nous permet à déplacer la trame, tandis que IP, ça nous aide à identifier le PC dans le réseau. Alors maintenant communiquer avec un autre réseau. Le même PC lance la communication à ce PC ici qui est dans un autre réseau. Je viens là, je regarde ce qui se passe dans la communication, je clique. Je vois que l'adresse IP source, c'est toujours le PC. Et l'adresse IP de destination, c'est l'autre PC qui est dans un autre réseau. C'est normal parce que c'est à lui qu'on doit localiser. C'est lui qu'on doit localiser. Mais je viens comparer maintenant les adresses MAC. Je vois les adresses MAC source. L'adresse MAC source, c'est mon PC ici qui est là. Mais si vous comparez l'adresse MAC source destination ici, ce n'est pas l'adresse MAC que le PC ici a. Ce n'est pas l'adresse MAC des PC ici. Non, non, non. Pourquoi? En réalité, cette adresse MAC ici, c'est l'adresse MAC de ces routeurs, de l'interface de ces routeurs ici, de cette interface ici. Retenons, c'est B601 à la fin. B601 à la fin. Allons rapidement voir dans, je rentre dans la réalité, allons rapidement voir si cette interface, vous voyez l'interface, c'est l'interface Giga 0, je crois, c'est Giga 00 comme ça. Giga 00, c'est B6. Si vous regardez au coin à droite, la première adresse MAC, c'est B601. Vous voyez, c'est l'adresse MAC de cette interface. Pourquoi? L'adresse MAC, lui, il déplace la trame. Mais comme il est au niveau de la couche D, il ne saura pas passer d'un réseau à un autre réseau. Il se limite seulement dans le même réseau. Alors, il ne saura pas voir les informations dans un autre réseau. Alors, comme cette adresse-là, il n'est pas vraiment importante pour localiser un PC dans le réseau, il va juste déplacer cette trame-là pour donner à la trame, pour donner cette trame. Donc, il va déplacer cette trame-là pour remettre cette trame-là à un périphérique qui fait partie de la couche 3. C'est qui? C'est le routeur. Parce que je vous avais dit, le routeur fait l'interconnexion. C'est ce qu'on voit dans la communication. Dans la communication au niveau de l'adresse MAC, ça se limite seulement dans le même réseau. Ça ne passe pas dans un autre réseau. Si je peux communiquer, je peux comparer ça. Je vois moi qui suis ici à Kinshasa. Je vais envoyer quelque chose, un courrier à un monsieur qui est dans un colis, par exemple, un monsieur qui est toujours à Kinshasa. Je l'appelle par son numéro. Nos numéros, ce sont les adresses IP. Alors, j'appelle un véhicule. Le véhicule, maintenant, c'est comme l'adresse MAC. C'est comme l'adresse MAC. Le véhicule va faire quoi? Il va prendre le colis de chez moi pour l'envoyer, localiser le monsieur pour l'envoyer, le monsieur qui est toujours dans la même ville que chez moi. Alors, l'adresse physique qu'il mettra, c'est mon adresse MAC source, donc l'adresse physique de ma maison, et l'adresse physique de destination, ce sera l'adresse physique du monsieur. Là, c'est normal parce que nous sommes dans le même réseau. Mais maintenant, si le monsieur maintenant se déplace, il va par exemple aux États-Unis. Moi, j'appelle le monsieur. Dans la communication, on mettra l'adresse, mon numéro de téléphone du monsieur et le numéro de téléphone. Et on mettra le numéro du téléphone, mon numéro comme étant une personne qui émet le message. Et le numéro de destination, c'est du monsieur qui on va localiser. Mais le véhicule qui viendra chez moi, le véhicule ne mettra pas l'adresse MAC physique de chez moi et l'adresse MAC physique là où monsieur est. Pourquoi? Parce que le véhicule ne sera pas quitté ici pour aller aux États-Unis. Non, non. Lui fait que la transmission de données dans la même ville. Alors, qu'est-ce que le véhicule va faire? Le véhicule va chercher maintenant. Est-ce que tu as utilisé quel type de service de transfert? Je lui dirais, par exemple, j'ai utilisé les DHL. Parce que c'est les DHL qui fait les transferts de courrier, de colis de chez nous, Kinshasa, jusqu'aux États-Unis. Alors, le véhicule mettra sa destination DHL. Il ne mettra pas la destination Internet États-Unis, il mettra la destination DHL. Mais dans la communication des numéros de téléphone,
je mets mon numéro source et le numéro de PC ici qui est aux États-Unis, je mets son numéro de destination. Mais le véhicule qui va déplacer la trame, il mettra moi, source, et il mettra DHL qui est notre routeur ici comme destination. Voilà pourquoi on remarque que la communication au niveau de la couche liaison de données, ça change selon les réseaux. Ça ne reste pas le même, ça change selon les réseaux. Donc, quand vous regardez cette conversation-là, vous allez voir qu'on était dans tel réseau, c'était le PC qui avait émis et le PC qui a réceptionné. Mais en réalité, le message n'est pas au routeur. On donne juste le routeur le message pour qu'il déchire la trame, il fait sortir les paquets afin qu'il regarde l'adresse IP de destination pour renvoyer ces paquets-là à une autre, au PC concerné. En réalité, c'est ça. Maintenant, on va entrer encore en profondeur pour bien expliquer tout ça. Alors, je ne sais pas s'il y a une question, Franck. Une question. Ah, désolé, tu n'es même pas là. OK. Pour aujourd'hui, en fait, c'était ça. C'était ça l'explication. C'était ça l'explication. Lorsqu'on parle du même réseau, on voit la communication IP source, IPC ici, les destinations de notre PC. Et MAC source, ce PC ici, MAC de destination, ce PC. Mais lorsqu'on part dans un autre réseau, on voit que l'adresse IP, c'est toujours le PC et l'adresse de destination, c'est ce PC ici. Mais l'adresse MAC, c'est ce PC, mais l'adresse MAC de destination, c'est le routeur. Parce qu'on veut donner, remettre au routeur l'adresse, on veut remettre au routeur la trame pour qu'il déchire la trame, il fait sortir le paquet, il renvoie le paquet à la trame. En fait, c'est OK. C'était ça l'explication du deuxième chapitre et du troisième chapitre. J'allais ajouter quelques commandes, mais je me suis arrêté par là. Donc pour aujourd'hui, on s'arrête là. J'arrête la vidéo et bonne soirée à tout le monde.